RMC, à la une des grandes gueules. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut accélérer le rythme des réformes, ralentir le rythme des réformes. C'est une question que je ne me pose pas. La question qui me semble la plus importante, c'est celle des effets pour les Français de ces réformes et de faire en sorte que ce sur quoi s'est engagé le président de la République pendant sa campagne, ce qui est au cœur de la majorité parlementaire, puisse être mis en œuvre de façon effective, de façon précise, de façon efficace. Voilà ce que disait donc le chef du gouvernement hier quand on lui posait la question du cap du gouvernement et du rythme des réformes. Édouard Philippe qui sera demain matin chez Bourdin sur RMC. Alors en moins d'une année d'un mandat qui en compte 5, donc c'est pas fini, Macron et son gouvernement ont lancé beaucoup de chantiers. La France est en travaux, on pourrait dire, parce qu'il est d'ailleurs difficile de lister précisément le nombre de réformes qui ont été lancées. Moi je vous mets au défi de me faire une liste précise, concrète et complète de toutes les réformes qui ont été lancées depuis que Macron est à l'Élysée. D'ailleurs, difficile aussi de dire si ces réformes seront bénéfiques un jour, si au terme de ces réformes, notre pays ira mieux. Ça, c'est le pari de Macron, mais c'est trop tôt pour dire si ça va marcher. Alors, c'est vrai que pour le moment, on ne ressent pas les effets positifs, mais alors on entend surtout ceux qui sont pas contents, les grincheux, ceux qui sont en colère, les cheminots, bien sûr, le personnel des EHPAD, le personnel d'Air France, les fonctionnaires qui vont faire grève et manifester jeudi. On voit aussi que les législatives partielles ne sont pas bonnes pour La République En Marche. Et figurez-vous que le Parti Socialiste triomphe à nouveau. Le candidat de la 8e circonscription de la Haute-Garonne a dû être surpris de découvrir son score à la Poutine. Il a fait 70% au second tour face à La République En Marche. Ça faisait longtemps qu'un socialiste n'avait pas fait autant dans les urnes. Moi je vous pose, et on vous pose la question ce matin, est-ce que effectivement Macron n'en fait qu'à sa tête, et a-t-il raison de n'en faire qu'à sa tête? 32-16 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. Jacques, à ton avis? Je trouve qu'il n'en fait qu'à sa tête, et en plus, je maintiens, il y a beaucoup de réformettes. Il y a une réforme qui était bien, c'est la réforme du Code du travail. D'ailleurs, on sent que Mme Pénicaud, ça s'était bien préparé. La concertation a eu lieu, et même un peu de négociation. Il faut rappeler que quand même, qu'en fait, on voulait que tout le pouvoir de décision soit au niveau de l'entreprise. Et finalement, comme son directeur de cabinet est un ancien de Force ouvrière, et qu'il fallait finalement ramener Mailly, qui était devenu un modéré dans le circuit, on a fait des concessions sur la branche à Mailly. Je trouve que ça, c'était bien préparé, ça a été bien mené. Or, je vais prendre un autre exemple, la SNCF, je le persiste, qui est une réformette. On fait faire déjà un rapport à Jean-Cyril Spinetta. J'ai rien contre Spinetta, c'est un ami. Mais des rapports, il y en a plein à la SNCF. On n'avait qu'à demander à Pépi, sortez-moi les 52 rapports qui existent ou les 100 rapports qui existent. Et on sait ce qu'il faut faire. Je prends un exemple. La polyvalence, c'est un sujet important. Il n'y a pas de polyvalence à la SNCF. Si on veut être compétitif par rapport à la Deutsche Bahn, il faut qu'il y ait de la polyvalence. On n'a même pas besoin que l'État intervienne pour ça. Ça devrait être M. Pépi, qui est président depuis 10 ans et qui devrait faire cette réforme. Je trouve que là, il y a un problème de méthode, il y a un problème de désordre. Et puis, alors, je trouve qu'il y a un sujet important. Concernant la réduction des dépenses, je ne vois strictement rien. Concernant la baisse des effectifs, je ne vois strictement rien. On a dit 120 000. Donc toi, tu es en train de dire qu'il devrait aller plus loin, alors? Il devrait aller plus loin. Ah mais tant qu'à faire, quitte à être impopulaire, il faut aller beaucoup plus loin et faire des réformes en profondeur. Et c'est un message pour Doudou. Doudou, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre. Philippe. Oui. À mon avis, moins de réformes, mais de vraies réformes et en profondeur. Et peu importe la chute dans les sondages. Il n'y a qu'à relire les propositions du Bonze de Bordeaux dans son livre. Alain Juppé. Alain Juppé, ils étaient clairs. Et même celle de Fillon. Un exemple, l'histoire de la CSG. C'est un véritable merdier. Un exemple, un Français qui a une retraite de 1 000 €. Il est propriétaire d'un tout petit logement. Et du coup, il touche des loyers, il paye de la CSG. Il est furieux. Attention, les retraités avaient voté massivement pour Emmanuel Macron. Donc il doit continuer d'avancer, peu importe qu'il soit impopulaire dans les sondages, peu importe qu'il y ait des mouvements de grève, peu importe qu'il perde les législatives partielles. Et dernier point quand même, j'ai toujours dit que le Parti Socialiste n'était pas mort. Un score pas à la Poutine, parce que là ils n'ont pas triché, ça s'est passé démocratiquement, 70%. C'est un point positif pour le président, pour le premier secrétaire fort. Donc il doit aller plus loin. Joël, à ton avis, est-ce qu'il n'en fait qu'à sa tête, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il doit ouvrir un peu plus ses oreilles?
Manifestement, oui. On peut pas, même si on est adepte du style, enfin, je suis désolée, oui, il en fait qu'à sa tête. Alors après, je peux comprendre la méthode qui consiste à tout lancer là comme ça avant la première année pour pouvoir récolter les fruits avant la fin du quinquennat et avoir ainsi un bilan assez positif peut-être à présenter pour briguer un autre mandat. Je peux comprendre ça. Maintenant, je rejoins Jacques lorsqu'il parlait de la réforme sur la loi travail, enfin sur la loi travail. On avait l'impression qu'il y avait une négociation, qu'il y avait une concertation, ça avait été préparé. Là, sur la SNCF, je suis beaucoup plus mitigée. J'ai l'impression qu'on est plus dans une attitude martiale, quelque chose de très rigide, alors qu'on est encore en phase de concertation et de négociation. Et je trouve que l'attitude n'est pas cohérente avec la phase. Non, mais c'est contradictoire parce que la rigidité, elle est plutôt syndicale puisque le gouvernement, lui, il est en train de discuter. Il y a 2 mois de discussion avant la présentation du texte. Mais des deux côtés, c'est assez rigide. Moi, j'ai un gouvernement, j'ai l'impression qu'il me dit déjà, quand j'écoute en tout cas Bruno Le Maire, on ne cédera pas. Mais vous ne céderez pas sur quoi? Parce que vous êtes en négociation. Donc, normalement, vous êtes censé aussi pouvoir céder sur certaines choses. Donc, et j'ai des syndicats qui, eux, font déjà grève avant la fin de la phase de négociation. Donc, tout ça, ça me semble très, très militaire, très rigide. Et sur la rapidité des réformes, la rapidité, ok, mais moi, ce qui me pose problème, c'est le champ étendu des réformes. Je préférerais 2 ou 3 réformes fortes qui nous restent à l'esprit. Oui. Mais le Premier ministre Édouard Philippe a dit au journal du dimanche, la France a perdu trop de temps. Donc c'est normal en fait qu'on ait ouvert plein de chantiers, puisqu'il y a eu le conservatisme des quinquennats précédents. Mais là, ça fait fumage, ça fait écran de fumée. Ça fait écran de fumée, pourquoi? Parce que j'ai pas le temps, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais moi j'ai pas le temps de revenir sur les réformes qui ont déjà été faites avant et voir comment ça avance. On est déjà sur l'autre, et puis les médias aussi. On est un peu brouillon, quoi. Voilà, en fait, c'est un peu brouillon. Alors peut-être qu'on va voir les fruits après. Donc il faudrait faire une pause, prendre le temps de l'explication, écouter les mécontents. Voilà. Maxime. Non, écoutez, Macron, moi j'en peux plus, les réformes à tout va, il fait rien d'extraordinaire, il continue juste, ou du moins il tâche juste d'appliquer la politique qui est au final demandée depuis à peu près 30 ans. On a pris du retard, oui, enfin il suffit... C'est ce que dit Philippe. Exactement, enfin il suffit juste d'aller regarder des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre pour voir dans quel état ils sont en ayant appliqué correctement ce genre de réforme avec l'ouverture des marchés, la baisse des tarifs douaniers. C'est une paupérisation en masse. Certes, il n'y a pas de chômage, il y a des millions de pauvres, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On peut prendre aussi... Il n'y a pas de pauvres chez nous? Ah bah si, mais il y a aussi du chômage. Il y a aussi du chômage. Vraiment, ta démonstration, excuse-moi. Ah ben non, mais quoi, justement, on nous promet d'engager des réformes, on prend des exemples comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'économie allemande est factuellement en meilleure santé que l'économie française. Non, mais ça, d'accord. Maintenant, on nous vend ça comme un miracle, alors qu'on a certes très peu de chômage, mais je ne sais combien de pauvres. Donc, enfin, on va pas non plus. Maxime, il faut rien faire alors? Il faut rien faire. Non, mais il faudrait surtout prendre et assumer d'avoir une ligne contraire, c'est-à-dire penser un peu contre soi et arrêter de penser que la politique qu'on a menée, qu'on est en train de mener, c'est la bonne. Il faut aussi savoir se remettre en question. Il faut aussi tout simplement de temps en temps aller interroger la base. Alors, quand un pays se plaint, il faut peut-être se poser des questions. Moi, je ne suis pas sûr que tout un pays. Enfin, tu dis tout un pays se plaint. On va voir. Pour l'instant, on nous avait promis le grand soir au moment de la réforme du Code du travail. Il n'a pas eu lieu. On nous promet l'enfer sur le rail avec la réforme des cheminots, on verra. Même si c'est vrai que les 48 heures de grève à la SNCF tous les 5 jours, ça va quand même pénaliser beaucoup les Français. Ouais. Mais la méthode. Je précise que toutes les réformes qui sont lancées ont été annoncées par Macron candidat, sauf le 80 km/h. Ça, c'est un truc qui est sorti du chapeau d'Édouard Philippe. Et d'ailleurs, peut-être qu'il commence à s'en mordre les doigts parce que celle-là, comme elle n'avait pas été annoncée, les Français comprennent pas pourquoi ça leur tombe dessus. Mais toutes les autres, les réformes, elles étaient dans le programme de Macron. Donc, en fait, s'il faisait pas ces réformes, on serait là les premiers à dire il ne respecte pas son programme. Il y a aussi plein de gens. Enfin, je rappelle juste que Emmanuel Macron, c'était 25% au premier tour et après élu contre Marine Le Pen. Oui. Donc, on va arrêter de le louer en disant oui, les Français ont voté pour les réformes. En général, au premier tour, on fait 25%, oui. Ouais, non. Quand on regarde les résultats précédents, c'était un peu plus élevé. Sarkozy a fait plus de 30%. Voilà. Mais Chirac avait fait 20%. Il faut arrêter de dire que Emmanuel Macron a adoubé Emmanuel Macron au second tour. Mais il y a un problème de méthode, Jacques, ou pas, selon toi? Parce que c'est ce que regrette Joël, en fait. Je suis d'accord avec Joël. Je pense qu'il y a un problème de méthode. Mais quel est le problème?
Je pense qu'il faut annoncer clairement, à la limite qu'il y ait beaucoup en plus, on est obsédé par la loi. Je vois qu'il va y avoir encore une session extraordinaire du Parlement au mois de juillet. Il y a des choses qu'on peut faire par décret. On va en parler tout à l'heure concernant, faut-il durcir le contrôle des chômeurs. Mais il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Il y a plein de textes. Il y a un texte de 2008 de Sarkozy. Ouais. On peut reprendre ce texte, on peut l'améliorer, et puis on fait un décret. Faut arrêter quand même. Alors, et je trouve qu'on aurait dû faire plus d'ordonnances, comme on a fait au début. Mais des ordonnances. Mais toi, tu vas aller plus loin. Alors déjà, Maxime. Moi, je vais aller plus loin. J'ai jamais changé d'avis. Moi, je trouve que ça va trop vite. D'être exclu à chaque fois. C'est-à-dire que déjà, nous, on vit à la limite en démocratie. On pourrait se poser la question. On vit plus dans un état de droit que dans un état de droit. Peut-être pas dans une démocratie. Ce sera posé la question. Nos parlementaires qui sont censés. Il va nous dénoncer la dictature technocratique. Ensuite Poutine. J'ai dit les éléments de langage de droit. J'ai pas dit une dictature. J'ai dit un état de droit, une démocratie. Bon, ben d'accord. À part tous les 5 ans. À part tous les 5 ans. À part tous les 5 ans, quand est-ce qu'on a le pouvoir? Regarde les élections partielles. Regarde la déroute d'En Marche et en Haute-Garonne. Donc ça promet quoi, ça? Ça promet rien du tout. Il n'y a aucune conséquence derrière. Et Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Est-ce que Emmanuel Macron n'en fait qu'à sa tête? Est-ce qu'il reste sourd, selon vous, Sébastien? Non, mais le problème, j'ai l'impression qu'on fait des réformes sans réfléchir à ce que si les réformes précédentes ont marché ou pas. Ouais, exemple. Je prends mon exemple. Moi, je travaille en lycée professionnel. Ouais. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Maxime Liédo, qui disait qu'il faut interroger de temps en temps la base. Ouais. Et il se trouve qu'il y a eu une précédente réforme en 2009 concernant l'apprentissage et le lycée professionnel qui n'a pas fonctionné. Ouais. On a fermé en lycée professionnel pour faire des économies des filières, des classes. Et tout ça pour relancer l'apprentissage. On a vidé le lycée professionnel pour relancer d'un autre côté l'apprentissage. On a déshabillé Pierre pour habiller Paul, en quelque sorte. Et je vous prends un exemple très concret. La structure métallique, filière structure métallique, qui forme les futurs soudeurs. Là où j'étais, moi, en 2009, on a fermé des classes dans ce domaine-là, parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves, et surtout parce qu'on voulait faire des économies. Aujourd'hui, on manque de soudeurs en France. Et donc, on nous aurait interrogé à l'époque pour dire, attention, il y a des débouchés dans cette filière, ne fermez pas. On ne serait pas arrivé à ce point-là. Et c'est le cas dans pas mal de filières. Donc moi, je vais faire grève, je suis enseignant au lycée professionnel. J'ai voté M. Macron au premier et deuxième tour. Bon, au premier tour, j'avoue, un peu par défaut. Et ben là, j'aimerais qu'on prenne en compte des précédentes réformes, qu'on se dise qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2009. Et qu'on applique et qu'on écoute la base, comme me disait notamment Maxime Liédo. Donc jeudi, vous serez dans la rue, vous, jeudi, voilà. Je serai grève et je serai dans la rue pour la première fois de ma vie, ouais. Même si je n'ai rien contre M. Macron, qui fait ce qu'il peut, qui va faire ce qu'il peut. Mais oui, parce que là, sur l'enseignement professionnel, il se passe quelque chose de grave. Et on est en train de commettre les mêmes erreurs qu'en 2009. Mais moi, j'ai l'impression quand même que, de toute façon, on est dans un pays quand même assez conservateur. On le sait depuis toujours. Les Français sont sur le principe pour la réforme, mais dès que ça les touche, ils sont pas contents. Ah, ça me touche pas moi. C'est toujours le même réflexe. Hein. Ça me touche pas moi, ça touche des filières qu'on ferme. Et après, on va nous dire, comme la campagne du MEDEF au mois de septembre, vous ne faites pas votre travail. Oui, mais voyez sur les soudeurs, il a vraiment raison. Pardon, Alain. C'est pas ça. C'est lui-même dit qu'il n'y avait pas assez d'élèves dans les filières et qu'on ferme une filière. Dans la réforme de l'apprentissage de Macron, on veut justement réorienter et faire en sorte qu'il y ait davantage d'élèves en CFA et en centre français d'apprentissage. Donc, il faut peut-être laisser le temps à cette réforme de s'installer, Sébastien. Oui, vous disiez vous-même, vous étiez dans une filière où on manquait d'élèves. Donc, c'est logique quand on manque d'élèves qu'on la ferme et qu'on essaie autre chose. Oui, mais on l'a pas. Oui, mais attendez, on manque de soudeurs, on ferme la filière structure métallique. Et après, on va nous reprocher, vous n'avez pas fait votre travail comme la campagne du MEDEF au mois de septembre. C'est pas logique. D'accord. Et du coup, je ne vois pas pourquoi on a fini. Moi, je défends pas mon poste. Moi, je suis titulaire. Je suis fonctionnaire. Voilà. Je fais pas du corporatisme comme on nous accuse parfois. Moi, je défends des filières qu'on ferme alors qu'il y a des débouchés. Moi, j'étais dans une banlieue. Dans les Yvelines, il y avait 30% de chômage chez les jeunes et on nous ferme notre filière pour lesquelles il y a des débouchés. Certes, on n'avait que 10 à 15 élèves. Mais c'était en filière industrielle. Alors, il faut savoir aussi qu'un élève en filière industrielle coûte plus cher que la moyenne des élèves. Donc c'est pour ça qu'on avait fermé en 2009, pour simplement faire des économies. D'accord. Votre regret, c'est qu'on ne regarde pas suffisamment ce qui se passe à la base ou que ça ne remonte pas suffisamment et qu'on n'en tienne pas suffisamment compte, nous dit Sébastien, qui pour la première fois va manifester jeudi. Je vous envoie un t-shirt des GG Maxime. Pardon, mais je suis seul autour de cette table à se sentir parfois juste à 30 milieux de ce qui se passe dans la politique. Je veux dire, pardon, mais quand on est président, on
fait certes la loi pour un pays, on organise un pays, mais on le fait aussi pour sa population, c'est-à-dire pour les Français. Et à quel moment vous sentez-vous concerné par la politique? À quel moment vous vous sentez interrogé, concerné, avoir envie de participer? Je suis désolé. Non, je te rappelle que en fait, ce que tu appelles interroger la base, lui, il l'a fait en amont. Parce qu'avant de se présenter, il a lancé un mouvement, avant même de dire qu'il était candidat, où les marcheurs, en tout cas, allaient faire du porte-à-porte et recueillir des informations. Donc, je pense que c'est vrai que je le trouve un peu en pilotage automatique. Moi, je le reconnais. J'ai l'impression c'est comme un bulldozer, il fonce. Et du coup, il prend plus le temps parce qu'il l'a fait avant, il considère qu'il a une légitimité parce qu'il l'a fait avant, Mais non, mais Joël, Joël, souviens-toi, toi-même, à ce micro, tu disais Hollande, il a rien fait, il s'est réveillé à la fin de son quinquennat, et d'ailleurs, il était tellement populaire que ce qu'il faisait à la fin de son quinquennat ne passait plus. On a vu, pour le coup, la mobilisation contre la réforme El Khomri. Macron, lui, il a fait justement le constat que ça n'avait pas marché avec Hollande, et il dit, il faut faire toutes les réformes au début. Moi, je sais pas si elles sont bonnes, si elles seront bénéfiques, et si elles sont pas bonnes, de toute façon, il sera battu, il fera pas un deuxième mandat, mais il faut faire toutes les réformes au début, et pour qu'elles aient ensuite le temps d'être appliquées, et que les Français aient le temps de ressentir les effets. Et là, tu es en train de nous dire, il va trop vite, etc. Sincèrement, il a changé quoi? Là où je suis d'accord avec Joël, c'est qu'on a l'impression qu'il va davantage à contre-courant de Hollande, plutôt que il change ce qui marche pas. Macron en fait-il qu'à sa tête? Vous me dites oui à 59% sur rmc.fr et oui à 72% sur Twitter. Discussion qui continue avec Jacques, avec Joël et avec Maxime. Soyez grande gueule en direct avec nous au 32-16. Les GG, les grandes gueules sur RMC, numéro 23, Joël Dagosseri, Maxime Yédo, Jacques Maillot. D'ici un quart d'heure, on parlera de la réélection de Vladimir Poutine au pouvoir depuis 18 ans. Est-ce qu'on peut féliciter Poutine, lui dire bravo? Il a remis la Russie au centre du jeu. Vladimir Poutine, on en parlera à 11h-20 dans les GG. Et Emmanuel Macron, est-ce qu'il devrait écouter le mécontentement? Non, on garde le cap des réformes, disait hier Édouard Philippe. Est-ce qu'il n'en fait qu'à sa tête? Avant d'en parler avec Didier, Jacques, justement. Oui, moi je voulais aussi remarquer Madame Buzyn. Madame Buzyn, je trouve que c'est au niveau, la ministre de la Santé. Et la ministre de la Santé, mais concrètement, elle ne fait rien. C'est ça. Et au niveau de la com, c'est pas mauvais. La situation des urgences. Je vois le coup de gueule qui a été encore repoussé ce week-end par Christian Prudhomme, qui est le responsable des médecins urgentistes. La situation, elle est catastrophique. Il y a des personnes aux urgences qui restent sur des brancards pendant des heures et des heures. Et c'est pas dans un seul hôpital. Et on ne fait strictement rien dans ce domaine-là. La situation de la dépendance, aucune proposition. Et là, il faut des financements. D'ailleurs, l'image de Macron, qui est quand même le président des riches, à la limite, on aurait pu aussi faire une proposition de dire l'ISF, puisqu'on a maintenu une partie de l'ISF pour l'immobilier. On aurait pu finalement en maintenir une partie et directement pour financer la dépendance. Ça aurait peut-être pu être seul. J'en sais rien, je fais une proposition. Mais en tout cas, on ne peut pas encore. Là, il va y avoir. En termes d'imposition, on est au taquet quand même, Jacques. Alors, je reconnais qu'on est au taquet. On a plus d'argent a priori dans les caisses que nos voisins. Je reconnais qu'on est au taquet. Et tu nous dis, il en manque aux urgences. Où part l'argent? Où va cet argent? Là, il y a un problème de gestion. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça concernant les EHPAD et concernant les urgences. Il y a vraiment, concernant aussi l'hôpital public... Ça rejoint peut-être ce que disait Macron, c'est parce qu'on n'a rien fait les années précédentes, alors peut-être justement. Je redemande que les généralistes, à nouveau, soient de garde. Les urgences, elles étaient pleines il y a 7 mois, 8 mois. On ne découvre pas un sujet. Ça fait 10 ans qu'on en parle dans la président. Les EHPD, je te rappelle qu'on a fait un prélèvement aussi pour financer les maisons de retraite publiques. On n'arrête pas de se plaindre des EHPAD. Mais honnêtement, aux urgences, c'est de pire en pire. Didier est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour les GG. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'en fait qu'à sa tête? Est-ce qu'il devrait davantage écouter, mon cher Didier, et ralentir le rythme peut-être? Ralentir le rythme, non. Écoutez, je pense qu'il écoute, mais ce qu'il faudrait, parce que j'écoutais, votre débat est intéressant, en plus il est passionné, voire passionnant. Mais une chose est certaine, qu'on discute éventuellement le contenu des réformes, je le conçois. En revanche, quant au rythme des réformes, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une architecture globale. Je ne veux pas faire le macroniste de base, mais il y a une architecture. On ne peut pas, par exemple, réformer le code du travail si en même temps, c'est le cas de le dire, on ne réforme pas et l'assurance chômage et la formation professionnelle avec les 32 milliards qui s'évaporent dans les formations bidons. Donc il y a une cohérence et c'est une architecture globale. C'est pour ça que beaucoup de réformes sont menées de front. Et d'autant plus, Alain, c'est que moi j'ai toujours voté dans ma vie. La seule connerie que j'ai faite,
c'est quand j'ai voté le référendum pour le quinquennat. Et là, je m'en mords les doigts. Aujourd'hui, un président qui est élu pour 5 ans, il n'a pas 5 ans, il a 3 ans et demi pour réformer le pays. La première année, le budget, c'est celui qui avait voté Hollande en 2017. Il fait juste un correctif budgétaire. Et la dernière année du mandat, il faut le reconnaître, elle est uniquement destinée à une éventuelle deuxième mandat se représenter. Il a 3 ans et demi pour réformer. S'il ne le fait pas en 18 mois ou en 24 mois, il ne le fera jamais. Didier, jamais. Le problème, Didier, c'est qu'en ce moment, on est en période de travaux. Il y a des chantiers partout. C'est un peu comme dans une ville. Quand il y a des chantiers partout, ça énerve tout le monde et on voit pas bien à quoi ça va servir. Et en fait, le rendez-vous, le grand rendez-vous pour Macron, c'est pas maintenant. C'est dans 1 an ou dans 2 ans. On verra si ces réformes ont marché, si le pays va mieux. Si c'est pas le cas, de toute façon, il sera pas réélu. Là, c'est trop tôt, en fait, pour faire un jugement. Je suis d'accord. Une autre chose, il y a certains feux verts dans l'économie, et Jacques Maillot, qui était un fin observateur, le sait très bien. Beaucoup de feux verts sont là, et quand il y a des chiffres qui sont relativement bons ou qui laissent entrevoir une amélioration, on dit « Ah, mais c'est pas Macron, c'est son prédécesseur ». En revanche, tout ce qui est mal, les EHPAD, et patati et patata, c'est Macron. Il n'est pas plus responsable que les bons résultats. Une parenthèse sur le prédécesseur, j'ai été très dur avec lui. Il est quand même responsable à 20%. Il l'a fait tard, mais le CICE, le pacte de responsabilité, 20%. Le reste, c'est la conjoncture. Le reste, c'est la conjoncture. Mais Macron était ministre de l'économie, Jacques. Absolument, mais ça ne m'a pas échappé, d'ailleurs. Voilà. Il a même été freiné dans sa loi, malheureusement. D'ailleurs, on a les premières retombées de sa loi Macron qui sont pas bonnes, mais bon. La deuxième loi Macron, elle a été appelée El Khomri pour ne pas que ça porte le nom de Macron, parce qu'il commençait à prendre ses ailes. Ah oui, non, il ne faut pas être trop sévère. C'est sûr qu'il peut y avoir une incompréhension dans le pays. Mais moi, je vais vous dire... Faut pas qu'il regarde les sondages, en fait. Faut pas qu'il regarde les courbes de sondage. Mais non, les sondages, c'est fluctuatif. C'est une photo. Aujourd'hui, qu'il y ait des mécontentements, mais c'est normal. C'est normal. Comme disait tout à l'heure votre ami, quand il y a des travaux pour un tramway dans une ville, pendant 2-3 ans, ça râle. Et après, tout le monde est heureux. Regardez à Bordeaux, les Bordelais. Ils sont heureux, ce qu'a fait Juppé. On fait un sondage pendant les travaux du tramway et compagnie, tout le monde râlait. Tout le monde râlait après Juppé. C'est le bordel, on peut pas rouler. Donc là, il faut que les Français acceptent le chantier qui est en cours, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Mais je pense qu'au fond d'eux, les Français, ils râlent, mais ils laissent sa chance à Macron. Faut pas oublier une chose, le vent du boulet est passé tout près en 2017. Si c'est pas Macron, c'est qui ? C'est Le Pen. Mais alors, justement, Didier, et ces Français, ou tout du moins une partie, ils seront dans la rue jeudi. Alors, tu vas me dire que c'est peut-être toujours les mêmes que l'on retrouve. Il y aura des fonctionnaires qui seront rejoints aussi par des retraités encore. Il y aura peut-être les cheminots, il y aura les élus qui seront là. C'est le premier coup de semonce jeudi d'une certaine France qui râle. Olivier Faure dans la rue. Et Olivier Faure. Est-ce qu'on peut l'écouter quand même et la comprendre, Joël, cette France qui va râler jeudi? Non, moi, je suis émerveillée toujours par la France qu'on dit fracturée, divisée, et qui, quand il faut bloquer, tout d'un coup, tout le monde, toutes les synergies. Exactement, il y a une synergie, une unité dans le blocage. C'est toujours merveilleux. Ceci dit, dedans, il y a à boire et à manger. Enfin, on se saisit donc de la grève des cheminots, enfin en tout cas du mouvement qui a été lancé par les cheminots, on s'insère dedans. Donc il y a le secteur aérien qui s'y met, il y a la RATP qui s'y met. Donc là, on va tous être, on va pas pouvoir, voilà, on va pas pouvoir voyager. Bon. Après, il faut regarder les revendications au fond. Moi, je sais que pour la RATP, parce que je connais un peu mieux, je sais qu'ils ont des revendications qui sont liées à l'ouverture à la concurrence, par exemple, et donc à la perte d'avantages ou de salaire sur ce sujet-là. Donc, il y a des choses qui sont légitimes, mais simplement, je m'interroge sur quand même cette façon de pouvoir se saisir d'un mouvement pour s'insérer avec des fois des revendications chez les pilotes qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, il y a à boire et à manger. Compagnie privée, même si l'État garde combien 14 ou 16%. Encore une fois, les pilotes d'Air France sont les mieux payés au monde. Alors qu'ils se battent pour être augmentés, tous les salariés ont fait tous la même chose, c'est normal, on veut être augmenté chaque année. Mais enfin, on peut se poser quand même la question de la décence d'une grève de gens qui sont déjà les mieux payés au monde dans leur profession. Parce que ils feraient grève sans bloquer les autres, il n'y aurait pas de souci, sauf que c'est des milliers de voyageurs qui vont pas pouvoir prendre un avion. Et en plus, Jacques, toi, tu connais mieux le secteur que moi, c'est les bénéfices d'Air France qui sont en fait effacés par ces grèves. Oui. Non, mais évidemment, une augmentation de 6%. Et quand on compare les résultats d'Air France par rapport aux autres compagnies européennes, c'est pas la peine d'aller loin. Comparons avec KLM, qui a de très bons résultats, qui a fait des efforts de productivité et de compétitivité. Air France, KLM, c'est la même maison. D'ailleurs, en permanence, les Hollandais se plaignent de la faiblesse des résultats en France. Non, là, je dirais que la demande des pilotes d'Air France, elle est indécente. De ce côté-là. Mais ça, je dirais là-dessus, ça doit être complètement à part. Qu'il y ait un conflit chez Air France.
le conflit s'ajoute aux autres. Voilà, c'est ça. Comme le dit Joël, il faut ça, le faire problème. distinction entre La solidarité, là. Oui, ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron. Je regarde quelques réactions qui sont arrivées sur Internet, sur rmc.fr, à propos d'Emmanuel Macron. Alors, c'est notamment Georges qui, lui, pousse un coup de gueule en disant, franchement, ce serait au président de la République de venir expliquer ses réformes aujourd'hui. C'est à lui de nous dire pourquoi il nous demande des sacrifices, pourquoi aujourd'hui ça tombe, et il le met entre parenthèses, sur nous les plus faibles. Il ferme la parenthèse. Et Georges dit, le chef de l'État, on a l'impression qu'il nous prend toujours, nous les Français, de haut. Certes, on attend des résultats, mais pour le moment, on aimerait bien surtout comprendre ce qu'il fait. Voilà ce que me dit Georges. Je pense que Georges a complètement raison. Il devrait faire une intervention pour définir... Dans les grandes gueules. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, de définir un cas précis et un peu de pédagogie bien expliqué. Ça, je trouve que Georges a raison. Édouard Philippe, n'inversons pas les rôles. C'est au Premier ministre de faire la pédagogie. Si demain matin, chez Bourdin, il y a vraiment quelque chose de clair et de précis. En fait, chaque semaine, ils annoncent, alors quand c'est pas Édouard Philippe, c'est un ministre, ou c'est Macron lui-même d'ailleurs, le plus souvent, annonce une réforme. Alors peut-être qu'il y a besoin de réexpliquer le sens de ces réformes, le chemin emprunté. Mais est-ce que vraiment une émission de télé, ça change quelque chose? Le problème, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le temps de la réforme et puis ensuite, il y a le temps des résultats. Le tout est de savoir les premiers résultats. Parce que les seuls résultats sur lesquels on attend le président de la République et le gouvernement, c'est quoi? C'est le chômage. Oui, c'est ça. C'est tout. Donc, non, les trains, il faudrait que les Français... Vous risquez de ne pas me voir le matin, les gens voudraient que leur train fonctionne mieux. Quoi? Mais moi, vous risquez de ne pas me voir 3 mois parce que j'ai regardé les dates de grève. Ça risque de tomber les jours où je viens ici. Oui. Donc, il va peut-être avoir des places vacantes. Mais c'est fait contre toi, tout ça. Mais c'est ça, c'est un complot. Surtout lorsqu'il y a 2 jours de grève, le 3e jour, ça ne fonctionne pas très bien. Oui, le temps de la reprise. La machine SNCF va relancer. Ça va être 3 sur 5. Parce que ça, c'est le chômage qui importe, effectivement. C'est la première chose. Autre réaction sur Internet, sur rmc.fr, c'est Émilie qui, lui, aussi pareil, qui s'insurge contre la méthode Macron. C'est bien beau de lancer des chantiers, comme le disait l'un de vos intervenants, de lancer des réformes. Le tout est de savoir à qui est-ce qu'elles vont profiter. Pour le moment, la seule qui est crédible, c'est celle qui concerne les milliardaires, m'écrit-il. En revanche, pour les retraités, là, c'était la hausse de la CSG. On a un président qui, aujourd'hui, est isolé du peuple et qui ne l'écoute pas, m'écrit Émilie sur Internet, rmc.fr. Voilà, Joël. Le président qui est coupé du peuple, Emmanuel Macron. Non, je le sens pas coupé du peuple. Je le sens pas. Je sens qu'il est dans le peuple. Je sens qu'il entend, mais qu'il écoute pas. C'est ça. Oui, non, je ne crois pas qu'il soit dans une tour d'ivoire. C'est qu'il entend très bien, il sait ce qui se passe, mais non, il n'a pas envie d'écouter. Mais c'est marrant parce que à chaque fois, on fait quand même tous à peu près le même constat. Par exemple, la SNCF, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des trucs qui marchent pas. Le train du quotidien, la ponctualité, le réseau qui vieillit, Bretigny, il y a quand même eu un accident. Enfin, bon, et à un moment donné, il faut faire des choses. Bon, tout le monde est d'accord. Et puis quand on fait, ça va pas. APB, ça fonctionnait pas. On est d'accord. L'entrée à l'université, le taux d'échec dans les facs, le manque de débouchés, tout le monde est d'accord sur le constat. Bon, il y a Vidal et Blanquer qui proposent des choses, ça ne va pas. Enfin, régulièrement, quand même, c'est assez intéressant. Le travail, tout le monde est d'accord pour dire il y a trop de charges, il faut un peu assouplir, c'est trop rigide, il y a trop de normes. Tout le monde sera d'accord, dans tous les camps d'ailleurs, quasiment. Et quand on change, non, là, il fallait pas faire comme ci, il fallait pas faire comme ça. C'est compliqué quand même. Et la réforme du Code du travail, je maintiens, finalement, elle est bien perçue et on le voit. Mais si ça bien... Alors, si on reprend les propos des uns et des autres, c'était un scandale, on allait tuer le travail. Macron n'en fait-il qu'à sa tête? Oui, à 60% sur rmc.fr, oui, 72% sur Twitter. Il y en a un qui en fait qu'à sa tête, ça lui permet d'être réélu pour la 4e fois. C'est Vladimir Poutine. Et les juges veulent savoir s'il faut féliciter Poutine pour sa réélection. Poutine, c'est le président qui a remis en 18 ans la Russie au centre de l'échiquier mondial. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. À propos de Macron, voilà ce que l'on m'écrit. Les Français sont d'internel insatisfaits. Ils ne veulent plus aujourd'hui ce qui a été voté hier ou sera voté demain. Continuons de faire avancer notre pays avec moins de critiques. Laissez Macron faire le travail pour lequel il a été élu. Pierre nous dit oui, il en fait trop, il faut faire des réformes. Il faut aussi écouter un peu le peuple. Il y a du bon dans certaines réformes. Le problème en France aussi, c'est aussi qu'on pleure pour rien. Fabrice nous dit arrêtez de dire qu'il y a de la négociation. C'est une blague. Le gouvernement arrive avec son projet. Un point, c'est tout. Claude nous dit pourquoi ne pas réformer aussi les hauts fonctionnaires, ceux qui bloquent vraiment la France, le pays est sclérosé. Alain qui nous dit en France, la seule réforme qui est sûre de plaire à tout le monde, c'est ne pas faire de réforme du tout, justement, c'est ce qu'il me dit. René, Macron a raison de réformer, tant pis si cela ne plaît pas à des vieux immobiles incapables de changer leurs vieilles habitudes. Et puis Géronimo dit il est temps que ces messieurs descendent de leur perchoir. Le diktat Macron-Philippe
est devenu insupportable.